Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Marie-Charlotte Garin, bonjour. Bonjour. Vous êtes une députée lyonnaise, une des plus actives sur les réseaux sociaux. Le président de la République lui a fait sa rentrée sur Hugo Décrypte. C'était un bon choix d'aller parler aux jeunes sur ce nouveau média? Je crois que c'est toujours un bon choix d'aller parler aux jeunes quand on voit effectivement l'abstention, notamment chez la jeunesse. Après, je crois que sur le contenu, il y a un petit peu des choses à redire où moi j'ai trouvé que c'était pas forcément à la hauteur. Et c'est pas parce qu'on va parler à la jeunesse qu'on doit pas prendre les sujets au sérieux. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous lui reprochez dans sa prise de position? Moi, spontanément, je pense à notamment sa sortie sur tous les collégiens vont planter des arbres et ça va répondre au réchauffement climatique. En fait, je trouve de la part C'est déjà pas d'un mal. chef d'État, de la part d'un chef d'État qui a les meilleurs conseillers autour de lui, qui a accès en fait à la science, aux données, qui peut consulter n'importe quel scientifique quand il veut, comme il veut, dire on va planter des arbres, ça va répondre au réchauffement climatique, et en plus dire, je crois qu'il dit quelque chose du genre c'est mon initiative à moi, elle est pas moins bonne que celle des autres, il donne l'image du colibri pour le coup, donc se dire finalement c'est déjà quelque chose, mais en fait c'est pas à la hauteur. C'est pas à la hauteur quand nos collectivités elles n'ont pas assez de moyens pour végétaliser, et quand on voit le début de l'effondrement en fait, qu'on a pu constater cet été avec des températures sans précédent, avec des inondations, avec des feux de forêt, c'est pas à la hauteur. On a beaucoup parlé aussi en cette rentrée de la tenue des lycéens. Dans cette interview, il défend l'expérimentation d'un uniforme ou d'une tenue commune. Vous en pensez quoi? Je crois qu'on a surtout parlé beaucoup de la tenue des lycéennes et que c'est pas anodin. La question de l'uniforme, c'est un espèce de vieux fantasme français où on parle d'un retour à l'uniforme alors qu'en fait, il n'y a jamais vraiment eu d'uniforme en France, à part pour les écoles les plus privilégiées qui voulaient quelque part affirmer leur statut d'école socio-économiquement supérieure aux autres. L'uniforme, je pense qu'aujourd'hui, j'y suis pas forcément opposée sur le principe, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est pas la priorité. C'est pas la priorité parce que qui va payer pour cet uniforme si c'est pas les familles qui sont en grande difficulté aujourd'hui financière avec le prix de l'inflation, la fin du bouclier tarifaire, etc. Si c'est pas les familles, ça veut dire que c'est les collectivités. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On a un gouvernement qui a refusé d'indexer sur l'inflation les dotations aux collectivités. Donc on demande à nos villes, à nos départements, à nos régions d'assurer les services publics avec toujours moins de moyens. Donc je pense que l'uniforme, aujourd'hui, c'est pas la priorité. Pour des raisons financières, mais sinon sur le principe, vous y seriez favorable? Sur le principe, je pense qu'il doit y avoir un débat avec la communauté éducative, la communauté pédagogique. C'est pas une personne qui doit décider toute seule de quelle va être la politique en termes d'éducation pour nos élèves aujourd'hui. Il faut un débat, je pense que c'est pas la priorité, et surtout, j'ai envie de dire qu'on a un faisceau d'indices en France avec cette obsession du SNU, donc qui me semble complètement à côté de la plaque aussi, de se dire que cette obsession, de se dire on va remettre vraiment la jeunesse au pas avec le SNU, l'uniforme, etc., je trouve que c'est pas vraiment répondre aux enjeux de la jeunesse aujourd'hui, ou en tout cas de ce qu'elles expriment quand on va à leur rencontre. Derrière l'uniforme, il y avait la question de l'abaya, un habit manifestement religieux, mais fallait-il pour autant l'interdire? Il n'y a pas forcément de consensus sur est-ce que c'est un habit religieux ou un habit culturel, donc c'est un débat qui n'est pas si simple. Moi, je crois qu'on assiste aujourd'hui à une opération de com d'un ministre qui vient de prendre son poste, qui a beaucoup d'ambition, et qui s'est dit qu'au détriment des élèves... Vous ne l'auriez pas interdite? Moi, j'en aurais pas fait ce débat-là. J'en aurais pas fait la priorité de la rentrée, parce qu'en fait, la priorité de la rentrée, c'est les 2000 postes vacants d'enseignants. C'est les 23% d'élèves en situation de handicap qui seront privés de scolarité. Et en fait, je trouve que c'est pas à la hauteur à nouveau. Et on a un gouvernement qui flirte un peu avec la droite dure, l'extrême droite, sans aller prendre les problèmes de fond qui sont la défense de nos services publics, la défense de nos enseignants et de nos institutions. Alors, le sujet que vous avez mis en avant l'été, c'était le droit aux vacances pour tous, avec François Ruffin. Vous êtes l'autrice d'une proposition de loi qui contient plusieurs propositions, notamment des TER à 29 € tout l'été. La proposition a été reprise dans les entretiens de Saint-Denis avec le président de la République. Elle va peut-être se mettre en œuvre. Ce qu'on trouve intéressant, c'est que nous, ce qu'on a essayé de pointer du doigt, c'est le manque d'anticipation de la part du gouvernement face à 40% de Français qui ne sont pas partis en vacances cet été. Ça veut dire que cette semaine, dans les classes à Lyon, on a une division très nette entre les enfants qui sont partis et ceux qui ne sont pas partis. Et ça, c'est un facteur d'inégalité, enfin en tout cas un symptôme de l'inégalité, des inégalités qui se creusent dans notre société qui est très marquant. Un des premiers postes de dépenses, en fait, quand les gens partent en vacances, c'est effectivement le transport à 70%. Et donc, on a fait des propositions. On a fait des propositions sur le péage parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent encore la voiture pour partir en vacances parce que c'est plus pratique. Et on a fait des propositions sur le train. C'est très écolo, la gratuité des péages. C'est un principe de réalité, de se dire qu'on ne va pas nier la réalité qui est la plupart des ménages aujourd'hui utilisent la voiture pour partir en vacances. Le contexte est trop dur pour les Français et les Françaises pour qu'on se dise « Ah ben non, par principe, parce qu'on est écolo, on ne va pas autoriser les Français et les Françaises à faire un aller-retour en péage pendant l'été. » Donc évidemment, on a eu des propositions sur la voiture, et bien sûr, parce qu'on est écologiste, on a aussi eu des propositions sur tout l'aspect ferroviaire, sur le train, avec un aller-retour en TGV, et effectivement, la proposition d'avoir un espèce de pass TER pour l'été, illimité,
à 29 € par mois. Cette proposition, c'est intéressant. Elle avait déjà eu un espèce d'écho médiatique, notamment auprès du ministre Clément Beaune, qui en avait repris certaines propositions. On voit que là, le président va un peu plus loin. Ce qu'on attend, c'est sa mise en œuvre, bien entendu, et aussi la concertation qu'il va y avoir avec les régions, puisque c'est une compétence des régions. Donc le président, à nouveau, ne peut pas imposer aux collectivités une mesure qui, certes, est bénéfique pour tout le monde, mais qui doit se faire en concertation avec les premiers concernés. Vous souhaitez aussi recréer des colonies. Alors, ce serait cette fois des colonies vertes portées sur l'écodiversité. C'est vrai qu'en la matière, il y avait 4 millions d'enfants qui partaient en colonie et il y a 40 ans, on n'en est plus que 850 000 cet été. Mais c'est aussi la gauche qui a renoncé aux colonies. Les enfants lyonnais se souviennent de Bachaboulou, qui a été fermé en 2003 par la gauche plurielle à Lyon et à Villeurbanne. Je crois que la gauche, c'est ce qu'on fait avec cette proposition de droit aux vacances, c'est de se ressaisir finalement d'un projet de société qui nous permet de faire nation et de créer plus de bonheur dans la vie des gens. Donc c'est aussi changer l'image du discours qu'on porte, où aujourd'hui on est un peu face à une opposition très dure de la part du gouvernement. Donc on met beaucoup de force dans la bataille de l'opposition, mais là on essaye de faire une proposition qui est positive. Et avec les colonies de vacances, effectivement, on voit qu'il y a eu une baisse drastique. Et ce que nous disent les acteurs, c'est qu'aujourd'hui, on constate qu'en fait, il y a deux types de colonies, que les colonies ne sont plus un lieu de mixité sociale, quoi. En gros, si je caricature, il y a les colonies pour les riches et les colonies pour les personnes les plus précaires. Et nous, on dit qu'on veut permettre à tous les enfants de partir ensemble. Et donc, on fait cette proposition de créer un pass colonie verte, puisqu'on a aussi cette idée de sensibiliser à la préservation de l'environnement via ces colonies, et de se dire par chaque cycle secondaire, il y aura un départ en colonie de vacances. Vous attendez que l'État le fasse, mais vous êtes en responsabilité à la ville de Lyon, à la métropole. Ce sont ces collectivités locales qui pourraient le faire. Quand on parle de droit, et qu'ils le font sur certains territoires, je pense notamment à la ville de Poitiers qui est très engagée là-dessus, qui est une ville écologiste aussi, on parle de droit aux vacances, on parle d'une notion de droit, donc d'universalité et donc d'une dynamique qui doit être implantée par l'État et qui doit aussi donner les moyens. Je l'ai déjà mentionné tout à l'heure, il y a vraiment ce sujet sur les moyens des collectivités aujourd'hui, qui ont le couteau sous la gorge, qui suffoquent et qui ont besoin d'un peu plus d'air et qui ne peuvent pas en fait rattraper l'inaction climatique du gouvernement, comme c'est le cas à Lyon et à la métropole, avec des actions qui sont mises en place. Je pense par exemple à la rénovation thermique, où le gouvernement n'est pas à la hauteur, donc les collectivités compensent. Et en plus, pouvoir déployer toutes les politiques publiques dont on aurait besoin pour prendre soin des gens aujourd'hui. Vous n'allez pas écrire à Grégory Doucet ou Bruno Bernard pour leur dire d'ouvrir des colonies vertes? On en a déjà discuté, évidemment, ils sont au courant de l'initiative. On n'en est pas là, mais le débat est sur la table, bien entendu. Alors, ces propositions que vous avez portées avec François Ruffin, c'est que vous souhaitez un candidat unique pour la gauche aux prochaines présidentielles. Ça peut être lui? Ça peut être lui parmi d'autres. Il se trouve qu'on a un peu de temps pour voir venir et pour laisser émerger des personnalités. Donc on sent quand même pas mal de convergence avec lui. Il se trouve que François Ruffin et moi, nous sommes tous les deux commissaires à la commission des affaires sociales à l'Assemblée nationale, donc on travaille ensemble bien évidemment sur tout un tas de sujets. Et le travail qu'on a fait sur le droit aux vacances a été très enthousiasmant. Moi, ma priorité pour 2027, c'est de garantir les conditions de l'Union et qu'on arrive aussi absolument prêt à gouverner, donc c'est-à-dire avec un programme opérationnel sur notre première année avec des priorités qui seront clairement définies. Prêt à gouverner, quand on regarde le sondage qui a été fait pour Libération, vous en êtes assez loin. Même dans ce sondage, on apprend que le RN aujourd'hui fait moins peur que LFI, que le RN paraît plus crédible, plus sérieux, et donc fait moins peur que LFI. La gauche paye ses outrances? Je crois que ce qui se passe aussi, c'est que le RN est un parti qui n'a jamais été au gouvernement. Et donc, il est facile de projeter un espèce de mirage sur ce parti. Mais qu'est-ce qu'on constate, nous ? Ils n'avaient jamais été au gouvernement, mais avant, ils faisaient peur. Mais ils paraissaient pas sérieux. Ce qu'on constate, nous, au quotidien, pour le coup, on voit ces 89 députés du Rassemblement national au quotidien, au travail. En fait, ils n'ont pas été à la hauteur. Je vais vous prendre l'exemple des retraites. Mobilisation inédite, 12 journées de mobilisation, 7 Français sur 10 qui sont opposés. Qu'est-ce qu'on a constaté ? C'est que le Rassemblement national a été une coquille vide. À part faire la proposition de dire pour nos retraites, les femmes vont faire plus de bébés, il n'y avait rien derrière. Ils n'ont pas été à la hauteur, ils n'ont pas su être la chambre d'écho de la colère des Français, de leur mobilisation. Et ça, on voudrait les voir au pouvoir demain. Moi, je pense qu'il n'y a aucune crédibilité. Sur le fond, ils n'ont aucune crédibilité sur les grands enjeux de notre temps que sont la justice sociale et la justice climatique. Ils ne sont pas à la hauteur. Il suffit de creuser un petit peu derrière le vernis médiatique pour voir qu'il y a une incompétence qui est profonde. Et à l'issue de cette mobilisation, où il y a eu pas mal de débordements, c'est la gauche qui paraît faire plus peur que le Rassemblement national. C'est notre responsabilité, en tout cas. Et la proposition du droit aux vacances, pour le coup, elle va dans ce sens-là, de montrer quelle force on peut avoir quand on propose des choses positives, quand on a une vraie proposition programmatique derrière. À la rentrée, à partir du 18 septembre, vous serez chef de file des écologistes sur la réforme France Travail, le nouveau Pôle emploi.
Ça va être quoi l'enjeu pour vous ? L'enjeu, c'est de montrer que finalement, on a un gouvernement qui est dans la continuité, dans son inadéquation dans le rapport au travail. On l'avait vu avec le texte assurance chômage à la rentrée précédente, on l'a vu avec le texte retraite. Nous, dans les auditions qu'on conduit, parce que les députés, on mène des auditions avant de travailler sur un texte et de l'amener dans l'hémicycle, la plupart des acteurs nous disent on a l'impression que le gouvernement découvre les freins à l'emploi et nous a fait un texte un peu fourre-tout, et que du coup, le credo, c'est le plein emploi à tout prix et à n'importe quel prix. Même si ça précarise les populations, même si ça précarise l'emploi qu'elles vont avoir derrière. Et ça, pour nous, c'est pas à la hauteur, et ça ne vient pas répondre aux problèmes qu'on a aujourd'hui avec le taux de chômage dans notre pays, c'est l'inadéquation entre l'offre et la demande. Et on a l'impression que ce gouvernement, il met un peu des œillères pour se dire on ne veut pas voir que le rapport des gens au travail dans ce pays a changé. Il refuse de le voir, quand bien même ça a été très marqué par la crise Covid. Donc je crois que notre responsabilité, c'est de remettre ce débat-là au centre, de rappeler aussi la nécessité pour les gens de pouvoir rester dans leur dignité quand ils sont en recherche d'emploi, c'est très important, et aussi de se dire le travail, c'est très important, et c'est un merveilleux facteur en fait de valorisation, d'intégration sociale. Enfin, on y est attaché, les gens aiment bien faire leur travail et ils aiment pouvoir travailler bien. Mais aujourd'hui, on veut que les gens... Vous ne voulez pas qu'on oblige les gens à prendre un emploi pour lequel ils pourraient être qualifiés ? Je crois que la question du sens au travail, elle est importante. Et en fait, qu'est-ce qui se passe quand on force les gens à faire un travail pour lequel ils ne sont pas préparés, enthousiastes, etc. Il se passe quoi ? On a des burn-out, ça veut dire une hausse des arrêts maladie, une hausse du non-recours, etc., etc. Donc c'est pas à la hauteur quelque part. Qu'un chômeur puisse refuser un emploi s'il n'y trouve pas de sens ? Moi, je suis pour que les gens soient correctement accompagnés pour trouver un travail qui a du sens. Là, c'est pas si binaire, en fait, il faut pas faire de caricature. Les gens doivent pouvoir trouver un travail qui leur correspond, dans lequel ils s'épanouissent et dans lequel ils ne vont pas s'user à la tâche. On peut se faire radier si on refuse 3 propositions décentes de travail. Vous seriez pour abroger cette règle ? C'est pas à moi, toute seule, de décider de ça. Ça, c'est quelque chose dont les acteurs concernés sont les mieux à même de décider là-dessus. Moi, je suis pour, en tout cas, qu'on remette la dignité au cœur et un accompagnement. Et ceux sur lesquels on est très alertés par les acteurs aujourd'hui, c'est que cette proposition de loi, il y a des aspects qui peuvent être considérés comme positifs par une partie des acteurs concernés, notamment la simplification des outils de travail communs, etc., etc. Mais surtout, on a une immense alerte sur ce côté où finalement, ils demandent plus aux opérateurs et aux acteurs, qui seront les futurs opérateurs et acteurs de France Travail, sans donner plus de moyens. Et aujourd'hui, ils n'ont aucune garantie, aucune, quant aux moyens budgétaires qui sont mis à côté. Et moi, je trouve qu'il y a un problème de méthode, et ça traduit vraiment la manière dont travaille le gouvernement aujourd'hui, c'est de se dire « Ah bah oui, on va faire ça, mais on ne donne aucune garantie sur les moyens derrière ». Donc aujourd'hui, à l'heure actuelle, on a un projet de loi plein emploi qui nous arrive, qui parle effectivement de France Travail, de l'accès au RSA, qui parle d'un service public de la petite enfance, soi-disant, mais on n'en voit pas la couleur, qui parle de l'insertion pour les travailleurs en situation de handicap. Mais derrière, il n'y a aucun moyen garanti derrière. C'est-à-dire qu'on va voter un budget dans la foulée. Ce budget, on a zéro certitude que les moyens y seront pour répondre aux besoins de France Travail aujourd'hui. Et juste pour finir, vous avez fait une année très présente dans les médias au niveau national. Est-ce que l'année qui s'ouvre, on vous verra plus peut-être aussi en circonscription, prendre plus en charge des problématiques de votre territoire ? On pense par exemple à la place Mazagran et les problèmes de sécurité récurrents qui reviennent sur cette place. Je crois que sur les questions de sécurité, j'ai été présente, que ce soit à la Guillotière, à la place Mazagran, j'ai échangé avec les habitants, j'ai dialogué bien entendu avec les forces locales, je pense à la ville, à la métropole, mais à la préfecture aussi. J'ai échangé notamment, j'ai alerté la nouvelle préfète pour être le relais des demandes des habitants. Je crois que ça a fonctionné, qu'il faut qu'aujourd'hui l'État continue à prendre sa place, sa charge aussi et sa part du travail. Pour vous, ça a fonctionné ? Ça suffit, ce qui a été fait Non, ce que je veux dire, c'est que le fait d'avoir été relais, en tout cas, il semble qu'il y ait des moyens en plus, que la police nationale fasse un peu plus son travail, etc., etc. Moi, je rappelle que le député n'a pas de compétences au niveau local, mais il a en tout cas un pouvoir d'interpellation. Aujourd'hui, on n'a toujours pas vu la couleur des 300 policiers qui nous ont été promis par le ministère de l'Intérieur au lendemain de l'élection de Grégory Doucet. Donc on ne peut pas avoir ce double discours de dire « oui, vous ne faites pas assez » et derrière, à nouveau, on en revient à cette question de donner les moyens aux collectivités. Et moi, c'est ce que je défends au niveau national, au niveau local, auprès de la préfecture avec laquelle le dialogue est bon. Moi, je souhaite que ça continue comme ça. Après, je tiendrai ma ligne qui est qu'il n'y a pas de baguette magique sur les questions de sécurité. On a aujourd'hui des gens qui sont en souffrance, des riverains, un public qui occupe cette place, qui a aussi, je pense, une forme de souffrance, notamment je pense à l'usage des psychotropes et une misère sociale qui est très forte. Il y a pas mal de trafiquants aussi. Il y a beaucoup de trafiquants, évidemment.
et de se dire, il n'y a pas de baguette magique face à ces problèmes. Donc c'est comment est-ce qu'on continue à travailler sur la question de l'accueil, sur la question du logement, sur la question de la sécurité, et qu'on reste, moi mon vœu que j'aimais sur la question de la sécurité, c'est que l'on reste sur un travail de fond concerté, comme ça a pu être le cas dans le passé, entre métropole, ville, préfecture, loin des querelles médiatiques. Je repense à Gérald Darmanin qui avait essayé d'en faire un petit faire-valoir médiatique l'été dernier. C'est pas intéressant. Notre priorité, c'est le bien-être des gens et des habitants au quotidien. Donc chacun doit être au travail. On est réaliste sur le fait qu'il n'y a pas de baguette magique, les problèmes ne disparaissent pas comme ça. Mais en tout cas, tout le monde doit rester concentré. Marie-Charlotte Garin, je vous remercie. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.